Nouvelle édition de Défense, 1 heure pour mieux comprendre la complexité du terrain et des opérations stratégiques, que ce soit dans le sud ou dans le nord. Pour commencer, notre premier invité, Doron Avital, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien commandant d'unité d'élite de l'armée israélienne. On ne va pas parler d'élite, je vais plutôt faire un recul avec vous. On regarde les opérations d'abord dans le sud de loin. Est-ce que pour vous, l'armée israélienne avance normalement, tranquillement mais normalement? Je pense qu'on peut décrire cela comme cela, mais il faut aussi comprendre la phase qui est la phase actuelle. La meilleure manière de la décrire, c'est une guérilla. C'est-à-dire on a une guérilla dans le sud, alors que dans le nord, nous avons une guerre d'usure. Je pense que c'est la bonne manière de décrire cette guerre. Lutter contre une guérilla, cela nécessite beaucoup de sang-froid, ne pas être exposé à l'ennemi là où ça n'est pas nécessaire. C'est pourquoi Tsahal entre et ressort sur la base de renseignements, fait des incursions, c'est-à-dire pas forcément avec des forces spéciales, mais avec des divisions, mais avec une possibilité de se retirer sur la frontière, obtenir les renseignements et ne pas être en permanence exposé à l'ennemi. Pourquoi je vous ai posé cette question? Parce que j'avais un fil conducteur dans ma pensée. Est-ce qu'Israël, dans l'état actuel des choses, doit dire on peut stopper les opérations militaires le temps de l'accord avec pour obtenir la libération des otages, ou au contraire, est-ce que vous donnez raison à Yoav Gallant qui dit il n'en est pas question, on ne peut pas arrêter les opérations? S'il y a un accord, on peut s'arrêter. Si la question c'est pendant qu'on attend la réponse du Hamas, peut-il s'arrêter? Pendant qu'on attend la réponse, il n'y a aucune raison de s'arrêter. Il faut continuer à mener des opérations ciblées. Il faut être prudent à Rafah. On n'a pas vraiment de raison d'entrer dans le centre de Rafah aujourd'hui, mais il faut lutter contre ces guérillas localement, mais il faut prendre garde au mode opératoire et prendre garde à ne pas s'en prendre à des civils. C'est d'ailleurs les négociations, il ne faut pas s'oublier, portent sur une proposition israélienne. Doron, vous avez fait votre carrière justement dans ces opérations-là stratégiques, ciblées. Je vous demande juste d'élargir le spectre des opérations. Et il se trouve que le Hamas dit on stoppe tout. Il n'y aura pas de libération d'otages, il n'y aura pas de négociation tant qu'il y a des soldats israéliens à l'intérieur de la bande de Gaza. Vous leur répondez quoi? Est-ce que vous êtes d'accord? C'est pour ça que je repose la question avec Yoav Gallant, avec le chef d'état-major, avec Benjamin Netanyahou, qui disent il n'en est pas question. Tant qu'il n'y a pas d'accord, les combats doivent se poursuivre dans le sud. Après, quand il y aura un accord, naturellement, dans le cas de cet accord, les combats cesseront. La question, c'est est-ce que la guerre se terminera? Israël ne veut pas se retrouver dans une situation où il est pieds et poings liés et ne peut pas démanteler le Hamas. L'accord est tel aujourd'hui qu'il y a deux lectures possibles. Le Hamas veut y voir la fin de la guerre et il veut rester au pouvoir. Nous voulons lire dans cet accord la fin des opérations, pas de la guerre, et que le Hamas n'est plus au pouvoir militairement ni politiquement et qu'il y a une démilitarisation de la bande de Gaza. Et ce qui est très important aussi pour nous, c'est en fin de compte le démantèlement de tout le système de tunnels dans la bande de Gaza. À partir du moment où il n'y a pas ces structures souterraines, le paysage change complètement. Ce qui a fait la complexité incroyable de cette guerre au cours de ces derniers mois, c'est le fait qu'il y a un système de tunnels défensifs et offensifs qui leur permettent de circuler et qui nous empêchent de nous en prendre aux responsables et de trouver les otages. Cela, nous ne pourrons pas le permettre une fois que les combats cesseront. Donc, pendant que le Hamas abuse, poursuit sa guerre psychologique contre Israël, Israël opère, mais la vraie question, parce que là, quand on entend les grands de ce monde, notamment Joe Biden, dire que la balle est dans le camp d'Israël. Est-ce qu'il ne se trompe pas de cible, le président américain? Puisque vous venez de l'expliquer. Le Hamas est en train d'attacher les mains d'Israël. Donc la balle est dans le camp du Hamas, pas dans celle d'Israël.
Nous attendons pour l'instant la réponse formelle, véritable du Hamas. Nous avons en fait répondu par l'affirmative à cette proposition. La question c'est à quelle question avons-nous répondu? Il faut bien comprendre qu'il faut qu'il y ait aussi un élan dans la démarche diplomatique comme il faut un élan dans la démarche militaire. Il ne faut pas rechercher un accord qui serait vraiment très très clair sur le plan juridique. Et comme c'est un combat face à la guérilla, on peut toujours reprendre les opérations. Ça n'est pas une guerre où il y a un élan qui est inarrêtable. On peut toujours reprendre des opérations. Donc moi, ce que je propose, c'est de faire avancer cet accord. Une fois qu'on aura une réponse suffisamment positive du Hamas, qui sera soutenue par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis, Israël, qui a fait cette proposition, eh bien, devra bien sûr respecter. Bien sûr, il y aura des malentendus et des lectures différentes de cet accord, mais je pense que malgré cela, il faut aller de l'avant. 30 secondes. 30 secondes pour répondre. Est-ce que, oui ou non, Israël doit d'ores et déjà dire à Joe Biden, aux négociateurs, non, il n'y aura pas d'arrêt de la guerre? Oui à l'accord, très bien, mais il n'y aura pas d'arrêt de guerre. Israël doit dire oui à un accord et trouver une formulation suffisamment large pour permettre, en cas de violation, la moindre violation du Hamas, d'attaquer à nouveau. Et Israël doit penser et doit réclamer qu'en fin de compte, à la fin de cet accord, le Hamas sera en dehors de la bande de Gaza. La question, c'est quels sont les moyens qui permettront tout cela. Encore une fois, comme dans le cadre d'une guerre, il y a beaucoup de décisions qui se prennent au fur et à mesure, c'est la même chose en diplomatie. Il faut être intelligent et il faut mettre les choses en mouvement, ne pas arrêter ni sur le plan militaire ni sur le plan diplomatique, c'est essentiel. Merci Doron Avital d'avoir été avec nous. D'ailleurs, puisque vous parliez et de l'échelon militaire et de l'échelon politique, aujourd'hui, Benjamin Netanyahu était à la frontière nord, à Kiryat Shmona, et pour lui, il est déterminé, la sécurité reviendra dans la frontière nord. Écoutez-le. Au début de la guerre, nous avions dit que nous rétablirons la sécurité au sud comme au nord, et nous le ferons. Aujourd'hui, je suis à la frontière du nord avec nos combattants et commandants héroïques, et je suis également ici avec les pompiers. Hier, la terre était en feu ici, et je suis content que vous l'ayez éteint, mais la terre était aussi en feu au Liban. Celui qui pense qu'il nous fera du mal et que nous resterons les bras croisés commet une grave erreur. Nous sommes prêts à mener une action très forte dans le nord. D'une manière ou d'une autre, nous rétablirons la sécurité dans le Nord. Et pour aller plus loin justement dans cette possibilité de guerre sur le front nord, j'ai le plaisir d'accueillir Amnon Eshel Assouline. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien commandant de la brigade 7 des blindés. Vous avez opéré, vous avez été l'un des officiers supérieurs pendant cette deuxième guerre du Liban en 2006. Est-ce que le spectre d'une guerre dans le nord d'ailleurs doit inquiéter l'armée israélienne, ou au contraire vous dites l'armée israélienne est prête, a retenu les leçons de 2006? Bonsoir à tous. J'ai été commandant d'une brigade de blindés et je suis ravi de voir que cette brigade 7 continue à mener, comme dans toutes les guerres d'Israël, les opérations terrestres. Non, je ne pense pas. Je pense que il n'y a pas on ne peut pas éviter de trancher et de parvenir à une victoire, quel que soit le prix. Je pense qu'il est temps, effectivement, de se lancer pour effectivement vaincre complètement le Hezbollah, au moins comme en 2006. Naïm Kassem dit, le numéro 2 du Hezbollah, je n'ai pas peur, mon mouvement terroriste n'a pas peur d'une guerre. Vous lui répondez quoi, puisque vous avez été justement partie prenante? Je ne veux pas dialoguer avec Naïm Kassem, je ne veux pas même le menacer. Je pense que la sécurité d'Israël, la sécurité du nord du pays, c'est cela qui compte aujourd'hui. Nous sommes sur le point de perdre des localités et les habitants n'auront plus la motivation d'y retourner, ceux qui ont été évacués. Je connais très bien les habitants, je suis directeur général de la municipalité de Maalot Tarshiha qui se trouve
tout près de la frontière, et je comprends que si on n'a pas une victoire claire, et si le Hezbollah ne comprend pas qu'on ne peut pas attaquer comme cela l'État d'Israël, eh bien nous aurons un gros problème. Et cette victoire devra servir pour les 70 ans à venir. Ce que nous avons fait l'autre fois dans le quartier de la Dahia au sud de Beyrouth, Nasrallah l'a très bien compris lorsqu'on l'avait fait en 2006, et je pense qu'on peut frapper encore un coup plus dur. La situation aujourd'hui où on a des habitants de l'État d'Israël, c'est l'État qui les a fait venir et habiter dans le nord du pays. C'était une approche politique et leur sécurité a été anéantie, et on ne peut pas éviter, on ne peut rien faire d'autre que de riposter pour vaincre complètement le Hezbollah aujourd'hui. Sauf que, alors effectivement, vous dites que Maalot Tarshiha, et vous êtes le directeur général de la ville, qui a été visée par des drones, également par des roquettes du Hezbollah. Il y a eu des couacs pendant la guerre de 2006, où l'échelon militaire n'était pas tout à fait sûr de ces ordres donnés. Et à plusieurs reprises, l'armée ne savait pas où aller. Est-ce que les leçons ont été retenues cette fois? Et l'armée israélienne saura à l'avance s'il y a un combat? Je pense qu'en 2006, Tzahal savait mener la guerre, et je distinguerais entre ce qui s'est passé sur le niveau tactique et opérationnel et le niveau stratégique. Aujourd'hui encore, on voit des combats avec beaucoup de détermination des soldats. Cela va du simple soldat jusqu'au commandant de division. On voit que les combats sont menés de manière excellente. Effectivement, il y a eu les hauts responsables en 2006 qui ont un peu bafouillé. Mais les combattants ont compris que c'était la sécurité d'Israël et la sécurité des frontières d'Israël qui étaient dans la balance. Donc nous avons tiré des leçons, et je suis convaincu, on le voit d'ailleurs dans les combats dans la bande de Gaza, je suis convaincu que nos commandants, nos soldats réussiront à accomplir les missions d'une manière excellente. Il faut juste que les hauts responsables militaires et politiques ne bafouillent pas, ne nous dérangent pas, et définissent bien clairement les objectifs. Vous avez en été 2006, victime. Maalot Tarshiha. Colonel, vous avez été victime vous-même, justement, de ces leaders qui bafouillent. Lorsque vous étiez commandant de cette brigade 7, où vous avez dû finalement quasiment dire non à votre supérieur hiérarchique pour détruire le village de Binjbel, parce que les soldats tombaient les uns après les autres, et vous avez dit « ça suffit ». Je suis obligé de tirer avec des tanks. Est-ce que ce genre de cas peut se reproduire aujourd'hui dans une guerre contre un mouvement terroriste qui a beaucoup plus d'expérience que dans le passé? Je pense que mon désaccord avec Gal Hirsh, qui était mon commandant à l'époque, c'était quelque chose qui s'est porté précisément sur un événement. En fin de compte, la brigade a accompli ses missions de manière exceptionnelle et a reçu beaucoup de félicitations. Moi, j'ai payé un certain prix, mais ça n'est pas ça qui est important. Ce qui compte, c'est la défense de l'État d'Israël. C'est cela le plus important, c'est ça la priorité, et c'est cela la mission. Et la brigade 7, comme tous les commandants au cours de la deuxième guerre du Liban, mais encore aujourd'hui, agissent sans peur et sans reproche. Ils comprennent qu'ils portent sur les épaules la sécurité du pays. Et nous le voyons partout, nous le voyons très bien. En 2006, je me souviens qu'il y avait des jeunes commandants qui m'ont dit effectivement, il y a là dans la balance la protection du nord d'Israël, et donc nous n'avons peur de rien. Et je pense que c'est la même chose aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, les enjeux sont même plus importants. Je dirais même que c'est vraiment la guerre d'indépendance du 76e anniversaire de l'État d'Israël. Et vaincre cette guerre doit avoir un impact sur les décennies à venir, pour qu'il y ait une dissuasion totale du Hezbollah et que cette organisation soit repoussée. Bien sûr que derrière cela, il y a l'Iran qui finance tout cela, mais je pense aussi qu'il est temps de s'occuper de la question iranienne d'une manière complètement différente, et là aussi nous retrouver dans une situation où l'Iran n'aura plus de motivation pour attaquer l'État d'Israël. Je crois qu'Avigdor Lieberman en a parlé ce matin dans une interview. Il a fait des prévisions apocalyptiques. N'y crois pas tellement, mais nous savons que l'Iran est derrière tout cela. Amnon Echel-Assouline, en 20 secondes, est-ce que la guerre est inévitable? Est-ce que la guerre sur le front nord est inévitable?
À mon avis, oui, c'est une guerre qui est inévitable. Je parle à de nombreux camarades qui ont été évacués de localités comme Avivim, Dovev, Baram, Malkia, des localités entières dont les habitants ont été évacués vers le centre du pays, vers d'autres régions d'Israël. Et ils nous disent, nous reviendrons chez nous uniquement quand le Hezbollah sera dissuadé et n'osera pas relever la tête. Merci. Malheur à nous, les habitants, si les habitants de ces localités ne rentrent pas la tête haute et fièrement dans leur village et dans leur ville, parce que pendant les 76 dernières années où ils y ont habité, ils ont bâti, ils ont travaillé la terre, tout cela sera réduit à néant et nous n'avons pas le droit que le pays leur montre qu'ils renoncent à eux, comme c'est le cas aujourd'hui. Merci, colonel de réserve Amnon Etchel Assouline, d'avoir répondu à mes questions. Et mon invité en plateau, cela faisait 4 ans, Monsieur Hesbourg, François Hesbourg, conseiller spécial pour l'Europe de l'International Institute for Strategic Studies. Merci d'être là. Ça faisait 4 ans que vous n'étiez pas venu en Israël. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. À cause en l'occurrence, la dernière fois, c'était à la veille de la pandémie, enfin au début de la pandémie directement. Et le premier contact à Ben Gurion, c'était les passagers en provenance de Chine sont invités à regagner leur appareil. Alors depuis, il n'y a pas une pandémie, il y a une attaque. Il y a eu l'attaque monstrueuse du 7 octobre. Du 7 octobre. Pourquoi cette volonté d'être venu alors, justement, maintenant ? Pour essayer de comprendre comment a évolué ce décalage qui me paraît malheureusement croissant entre la situation telle qu'elle est vécue en Israël et la situation telle qu'elle est perçue dans nos pays, en France en l'occurrence, puisque c'est là où j'habite, mais de façon plus générale dans le monde occidental. Et ce décalage, évidemment, je le touche du doigt en ce qui concerne notre situation en Europe ou aux États-Unis, mais rien ne permet de remplacer la perception. La perception, j'allais dire presque physique, au grassroots level, pour parler anglais, au niveau au ras du gazon. Mais François, ce décalage, il s'exprime aussi par l'incompréhension des Israéliens, par le en même temps, par le en même temps de la diplomatie, qu'elle soit française et qu'elle soit américaine. Cher notamment au président Macron, les Israéliens ne comprennent pas qu'on peut mettre sur un même pied d'égalité le Hamas et l'État d'Israël. Oui, bien sûr, et notamment avec les poursuites du tribunal pénal international. C'est effectivement littéralement incompréhensible. J'allais pas seulement en Israël, j'allais dire tout juriste en droit international, c'est qu'il y a un tout petit problème. Mais je ferai une distinction assez forte entre la façon dont ça se passe en Europe et la façon dont ça se passe aux États-Unis. En Europe, on est très largement sous la pression politique directe de populations, chez nous, entre France, Allemagne, Pays-Bas et ainsi de suite, de populations qui ont, pour des raisons assez logiques, religieuses, linguistiques, populations d'origine arabe ou musulmane, qui portent un intérêt naturel tout particulier au sort du peuple palestinien. Mais alors, on peut être, justement, en même temps, on peut être pro-palestinien, c'est légitime. Ce qui ne l'est pas, c'est être pro-Hamas. Oui. Alors pourquoi la diplomatie n'arrive pas à faire cette différence-là ? Tout simplement parce que, comme le disait un ancien président de la Chambre des représentants américain il y a longtemps, c'était Tip O'Neill, qui disait « All foreign policy is local », toute politique étrangère est locale. Autrement dit, dans les différents États européens, vous n'avez pas d'initiative diplomatique qui puisse s'interpréter indépendamment du prisme de cette division à l'intérieur de nos propres sociétés. Ce qui m'intrigue et m'effraie à la limite encore davantage, c'est ce qui se passe aux États-Unis,
où ce facteur pèse beaucoup moins. Il y a beaucoup moins d'Américains d'origine musulmane et arabe. Alors bien sûr, tel ou tel swing state, genre Michigan, que les candidats, Biden et Trump, regardent comme le petit lait sur le feu. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas cette division-là qui explique les prises de position diplomatiques du gouvernement américain ou la contre-diplomatie, si je puis dire, des opposants, notamment Trump. Alors qu'est-ce qui explique cette pression américaine, justement? Alors ça, pour moi, c'est le mystère. Qu'il y ait toute, entre guillemets, une génération d'étudiants, pas simplement des étudiants, mais surtout les étudiants, dans le même genre d'institution, je pense à Columbia, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres, qui se comportent grosso modo comme ils le faisaient en 67-68 aux États-Unis, où à l'époque il y avait un objet logique et légitime qui était la guerre du Vietnam, plus ce surgissement, l'irruption de la jeunesse du baby-boom sur la scène politique et sociétale des États-Unis comme d'autres pays occidentaux. Mais que la même chose se reproduise aujourd'hui, mais avec comme objet ce qui se passe dans cette partie du monde, je ne suis pas sociologue. Et j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre comment et pourquoi il y a eu cette vague de fond d'une partie de la jeunesse américaine, en principe pas trop mal éduquée. Pour entrer à Columbia, il ne faut pas seulement de l'argent, il faut aussi quand même avoir 2 ou 3 neurones. Mais visiblement... Est-ce qu'on n'est pas justement, alors ça me permet, c'est très intéressant ce que vous dites, est-ce qu'on n'est pas en plein, François Hesbourg, dans la lutte cognitive? Oui. Alors, c'est-à-dire dans la manière dont l'Iran, depuis des années, au-delà du champ de bataille, est rentré dans le cerveau des gens. Ah non, mais vous avez enlevé, j'allais dire, les mots de ma bouche, là, pour le coup. C'est effectivement la suprématie informationnelle, communicationnelle du Hamas et de ses amis. Quand, au début, dans les premiers jours, dans les toutes premières semaines, mi-octobre, fin octobre de l'année dernière, il a commencé à y avoir des mouvements étudiants anti-israéliens sur les campus américains, avec une première manifestation, je crois que c'était à George Washington University. Exact. Vous aviez le slogan en lettres lumineuses sur une des parois du principal bâtiment de l'université, qui était « From the river to the sea, Palestine will be free ». Waouh! Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Je veux dire, et je n'ai toujours pas la réponse à cette question-là, s'agissant des États-Unis. Par contre... Ça veut dire, en tant que stratège que vous êtes, depuis plusieurs dizaines d'années, ça veut dire que, je vais loin dans ma question, est-ce que l'Iran a dépassé le maître? Est-ce que l'Iran est devenu plus stratège que les meilleurs des stratèges? Non, c'est pas simplement l'Iran. Je crois que c'est... il faut pas... Je vais vous faire un petit reproche. Parler de l'Iran, j'avais raison, bien entendu, l'Iran est très actif dans ce domaine et ainsi de suite. Mais le Hamas, ce n'est pas un pur pantin de l'Iran. Le Hamas aussi sait élaborer des stratégies et des opérations. De manière indépendante, vous pensez? De manière coopérative. Avec les Iraniens, évidemment coopérative, mais entre guillemets, ils ne sont pas, hélas, ils ne sont pas idiots. Alors je reformule la question, parce que vous dites le mot coopérative. Oui. Ça me fait penser à l'international communiste. Alors, il y a effectivement un petit peu ce côté-là. Il y a les uns et les autres coopèrent, mais il n'y a pas forcément non plus des chefs d'orchestre. Il n'y a pas un Staline, si je puis dire, à la tête de tout ça. Mais vous prenez tout simplement une autre dimension qui n'est pas cognitive, qui est tactique. J'ai quand même été très impressionné, comme l'ont été les responsables ici, par la capacité du Hamas à procéder à un timing, à une discipline, et notamment en matière de sécurité opérationnelle, à des opérations qui ont conduit au massacre du 7 octobre,
il ne suffit pas qu'il y ait un intervenant extérieur comme l'Iran, parce que l'Iran, ils ne sont pas arabes, ils ne parlent pas arabe, ils ne sont pas nés à Gaza, les Iraniens. Et donc, effectivement, le Hamas a su exercer ce que les Américains appellent agency. Ils ont une capacité propre de nuisance, d'analyse et de passage à l'action et aux exactions. Et c'est la raison donc là encore, il faut faire très attention parce que autant je suis prêt à dire vous n'avez pas de Hezbollah sans l'Iran, et peut-être d'une certaine façon il n'y a pas d'Iran sans Hezbollah. Je ne dirais pas la même chose du Hamas. Le Hezbollah a un code génétique qui est à 50% iranien. C'est un monstre qui a été créé par la conjonction de deux forces. Le Hamas, c'est autre chose. Le Hamas n'a pas été créé par les Iraniens. Merci François Hesbourg d'avoir été avec nous. C'est ce qui me permet effectivement et me permet de confirmer que l'après-Gaza ne pourra se faire sans la destruction du Hamas, justement, pour avoir une meilleure visibilité. Ce que je dis en France, très volontiers, c'est écoutez, oui, vous pouvez toujours expliquer qu'on ne peut pas éradiquer une idéologie. Et vous avez raison, on ne peut pas éradiquer une idéologie. Mais par contre, c'est quand même vraiment très important d'éliminer les infrastructures et les superstructures militaires de l'adversaire. Et on n'a pas été malheureux en France lorsqu'on a fait le siège de Mossoul pour éradiquer Daesh. Merci François Hesbourg d'avoir été avec nous. Et on prend la direction des États-Unis pour vous retrouver, Marzieh Amirizadeh. Merci d'être avec nous depuis les États-Unis. D'abord, première question, vous êtes une auteure iranienne en exil aujourd'hui, vous vivez aux États-Unis. Vous êtes également spécialiste des religions, vous avez été pourchassé, ça on va en parler dans un instant, et torturé par le régime parce que vous avez décidé de vous convertir au christianisme. Première question sur ce qui se dit autour d'un juif iranien qui est en peine, sur le point d'être exécuté. Est-ce qu'on a des informations ou pas du tout, pas encore? Merci beaucoup de m'accueillir. Effectivement, j'ai entendu que Netanel, qui a emprunté de l'argent il y a 2 ans à un musulman nommé Amir, et lorsqu'il a été attaqué au couteau et il a essayé de se défendre, et bien sûr il était en état de légitime défense, il a tué Amir. Les informations sont qu'il a été condamné à être pendu, et tous les juifs d'Iran ont récolté $1,5 million pour et permettre à la famille d'Amir d'essayer de défendre sa vie. Pour l'instant, il n'y a pas de nouveau, malheureusement. Vous savez que les ayatollahs en Iran sont pour l'élimination de l'État d'Israël et l'extermination de tous les juifs. Et donc, exécuter ce jeune juif, ça quelque chose qui est marginal dans ce plan qu'ils ont d'exécuter, d'éliminer les juifs. Donc, je suis convaincu qu'à cause de la situation économique en Iran, que cet argent n'est pas permis de changer les gens. Il est tout à fait possible que la famille ait été menacée par le régime. Vous savez qu'en islam, quand un non-musulman tue un musulman, eh bien, on a la politique la loi du talion, c'est-à-dire c'est œil pour œil, dent pour dent. Et donc, on tue, et donc là, il s'agit de l'exécuter. Mais si c'est un musulman qui tue un non-musulman, eh bien, effectivement, cette loi du talion n'est pas appliquée. Donc, c'est un régime qui, encore une fois, est tout à fait corrompu. Je rappelle vos 2 ouvrages. Un ouvrage que vous venez d'écrire, A Love Journey with God, c'est-à-dire un voyage d'amour avec Dieu, mais également Captive in Iran, où vous avez été, donc, ça se traduit pas, vous avez été captive en Iran.
Racontez-nous votre histoire, Marzieh, parce que vous dites, d'un côté, vous avez été captif, de l'autre, c'est un voyage vers Dieu. À quel moment le voyage vers Dieu commence? Mon premier livre, effectivement, Captive en Iran, c'est à propos des 9 mois d'emprisonné et j'ai fait l'expérience personnelle de la brutalité du régime. Et tout ce livre parle du système judiciaire et je raconte l'histoire aussi de nombre d'autres prisonniers qui ont été emprisonnés. Nombre d'entre eux ont été torturés, violés et parfois exécutés. Deuxième livre, effectivement, c'est un parcours d'amour avec Dieu qui est mon histoire, l'histoire de ma conversion au christianisme, mais j'ai aussi voulu partager de nombreuses autres histoires pour ouvrir les yeux du monde à ce qu'est réellement l'islam. Si vous lisez mes histoires, vous voyez que j'ai fait l'expérience du point de l'islam. Ce n'est pas seulement parce que j'ai été emprisonné, mais même avant cela, j'ai fait l'expérience de la brutalité de la charia pendant ma vie. Par exemple, ils ont tué mon mari qui était étudiant à l'université et comme il a bu du vin, il a été frappé à 80 reprises et finalement il a été torturé et il est mort de cette torture. Et dans ce livre, j'essaye de montrer aussi aux gens comment est-ce de vivre sous un régime islamique. Comment est-ce de vivre sous un régime islamique et en même temps, est-ce que ce régime a une possibilité d'évoluer? Parce qu'on a l'impression qu'après la mort du président et du ministre des Affaires étrangères, rien ne va changer. Est-ce que c'est votre avis aussi? Non, rien ne va changer parce que c'était uniquement une marionnette du régime. Bien sûr, vous savez que les présidents en Iran ne sont que des marionnettes du régime et que, en fait, ils sont entre les mains du guide suprême iranien. Quand on observe le système politique iranien, on voit que le gouvernement n'a pas vraiment de pouvoir et qu'il y a des gardiens de la révolution qui sont choisis directement par le guide suprême et qui contrôle le système judiciaire. Donc, encore une fois, les dirigeants du système officiel du système judiciaire sont en fait sélectionnés par le guide suprême de l'Iran et ils doivent faire les preuves de leur loyauté à l'égard du régime. Donc, en fait, les élections en Iran sont en fait de fausses élections et les Iraniens savent bien que ils ne font faire que remplacer un criminel par un autre criminel. Marzieh, ça sera ma dernière question, si vous pouvez répondre rapidement, s'il vous plaît. Le premier voyage, comme par hasard, du successeur du ministère des Affaires étrangères, c'est à Beyrouth. Comme si, finalement, il fallait montrer absolument pour le régime que Beyrouth était un fief, un simple fief de l'Iran. Vous savez que tous ces terroristes du Hamas, du Hezbollah, les Houthis, tous sont des satellites du régime iranien et donc le ministre des Affaires étrangères a soutenu les intifadas palestiniennes et l'opposition des Palestiniens et tous ses affiliés au Liban, le Hezbollah et les milices en Syrie. Donc ce sont tous des assassins. Et je ne sais pas si vous avez vu ce que le guide suprême iranien a tweeté récemment. Il a fait l'éloge du massacre du 7 octobre et il a dit que la tempête d'Al-Aqsa est arrivée exactement au bon moment. Merci Marzieh Ahmarizadeh, merci également en perse puisque c'est comme ça qu'on le dit. Et la prochaine fois, une interview en plateau ici à Tel Aviv. Marzieh Ahmarizadeh, merci. Thank you so much for having me. Merci beaucoup de m'accueillir. Et puis cette histoire assez incroyable d'une ex-otage qui raconte qu'elle a été, elle s'est sauvée 2 fois, pas une 3e. Elle raconte son enfer, l'enfer vécu à Gaza. Reportage signé également Eric Fandler.
Qu'est-ce que ça fait de revenir ici? זה כל פעם מחדש. שנייה להבין, יודעת, יש פה דגלים, עצים, הנה הרעש של השטח. Les visions qui l'ont marqué pour toujours et les odeurs lui transpercent encore le cœur. Le goût amer de la fuite et de la peur sont encore dans sa bouche et le bruit des roquettes qui tombent tout autour rugit encore dans sa tête. Et d'autres bruits se font entendre aussi. הם באים ומתלהמים וצועקים ואני אוטומטית, שוב, אני ערבייה, בבקשה אל תהרגו אותי, בבקשה אל תהרגו אותי, ומראה להם את השרשרת. ואני עוד מתחילה בתחנונים, בבקשה, פליז, 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 פליז. והוא מסתכל עליי במבט כועס, וישר הורדתי את השרשרת, אמרתי לו, מתנה, מתנה, מתנה. והוא זה שסימן לי על הרגל, איך תלכי. אני אומרת, רגע, אתה עומד לשחרר אותי? אני אלך. אני אעשה מה שאני צריכה. אני אלך לשם. והוא אומר לי, לא, חמאס, בום בום בום. ואני לא מבינה על מה הוא מדבר בכלל. מה חמאס? על מה אתה מדבר? אני הצבעתי על ישראל, והם מחליטים לשחרר אותי. והם הולכים. אני עומדת קפואה במקום, ואני מסתכלת אחורה, והם הולכים. אז שחררו אותך פעמיים? שחררו אותי פעמיים. אבל אז אני נתפסת בפעם השלישית. Stella n'a maintenant plus sa chaîne avec son nom écrit en arabe avec elle, ce qui lui a déjà sauvé la vie 2 fois durant cette matinée d'horreur. Elle est restée seule dans la nature et elle aperçoit un nouveau groupe de tueurs du Hamas qui se dirige vers elle. Là, tu as cru voir la fin. ראית את יהושע נגרר לצליבה? ככה אני נגררת לעזה. 4 פה, ועוד מסתובבים וצועקים ומתלהמים ונותנים מכות, ואז אחד מצלם אותך. בשלב הזה כל החבר'ה באוטו מתחילים לשמוח ולהתלהם ולהתלהב ומתחילים להרביץ לי בתוך האוטו, בראש, ואז הסיוט של החיים שלך קורה. האוטו נעצר. כולם שמחים. לא ראיתי שמחה כזאת בחיים שלי. אני בטוחה שראיתי דברים יפים באוויר. כולם שמחים. ילדים, נשים, מבוגרים, זקנים. כולם. ואז האוטו נעצר. ואז נפתח את הדלת. ואנחנו כבר יודעים מה קורה כשנפתח את הדלת. וכל מה שעובר לך בראש, אני בעזה. אני בעזה, אני בעזה, אני בעזה, אני בעזה, אני בעזה. Dès son arrivée, Moran est emmenée dans une première maison où elle est interrogée. Les terroristes sont certains que c'est une soldate à cause de son pantalon vert kaki qu'elle portait ce jour-là pour la fête de Nova. Incroyablement, Moran pense à ce moment-là qu'ils se sont trompés et qu'ils vont la libérer. Mais 2 heures après, un autre otage entre dans la pièce. Elle non plus n'est pas soldate. Moran est blessée à la jambe et les souvenirs de ses premiers jours de détention sont mélangés dans sa tête. בימים האלה הם נתנו לי... הם סיממו אותי בימים האלה. הם נתנו לי קטמין. אבל את באוטוסטרדה משל עצמך. אז אני לא יודעת להגיד לה, לא יודעת אף פעם להגיד מה היה האמת. כאילו מבחינת הרגשות באותו רגע, כי את נרדמת באימה מוחלטת, את מתעוררת לאימה מוחלטת, את לא בוחרת ללכת לישון, את קורסת לתוך שינה. היה לי המון התקפי חרדה. מן הסתם, כשאת מגיעה לעזה, בערך מאוד מהר אחרי השעה הראשונה, יש בום. זה לא הבום שאת רגילה אליו, ופה יש הדף, ומאותו רגע הוא פשוט נקרא עליי מצחוק. כל פעם שאני נבלת, מפחדת, מתכווצת, נדבקת לפינה, בוכה, הוא נהנה, הוא צוחק. עכשיו, זה רק עוד אחד מהשלבים האלה שהוא רוצה לשבור אותך. רוצה לשבור לך את הנפש. אז היה איזה יום אחד שאמרתי לנוגה, לא מעניין אותי איזה עוצמה של בום יהיה עכשיו. את לא זזה מילימטר. ולא סיימנו את המשפט וקיבלנו צרור, באמת, קיבלנו סריה מאוד רצינית, ואני זוכרת שכאילו בתחילה נבלתי וישר חזרתי לעצמי, נשמתי עמוק ואמרתי, תירגעי. והוא רץ, את שומעת אותו רץ במסדרון, רץ לחדר, נכנס, מסתכל ואומר, not afraid. אוקיי, ניצחתי אותו. Tous les quelques jours, les 2 jeunes femmes changent de cachette et à chaque fois qu'elles arrivent dans une nouvelle maison, Moran apprend à se comporter face à ces geôliers du Hamas. המטרה שלהם בראש ובראשונה זה לשבור אותה. קודם כל נפשית, אחרי זה פיזית, זהו, לא קיימת. את הופכת להיות חומר בידיים שלהם. עכשיו הם יכולים לעשות בך מה שהם רוצים. השאלה כמה את נותנת לזה יד. אז כל פעם שהוא בא בבוקר, הוא היה מסתכל לי על הקעקוע של האריה, והוא אומר לי, אינטי ליון,
אז הייתי עונה לו ככה, מה שתגיד, מה שתחליט, אני יודעת מי אני. אני לא צריכה אותו להגיד לי. גם היו ימים, נגיד היה איזה יום שהתפרצתי. איך שראיתי אותו עומד להיכנס לחדר, כי הוא שמע אותי בוכה וידעתי שכאילו הולך להיות עצבים עכשיו בחדר, כי אני בוכה ואסור, אז ישר התכופפתי וכאילו חזרתי למיטה וכיסיתי את עצמי מהר בשמיכה. הוא בא, הוא רחן מעליי, והוא עושה לי בכתף, תסתכלי עליי, תסתכלי עליי. תסתכלי עליי ואני אומרת לו, לא רוצה, והוא מתעקש, תסתכלי עליי, ואז אני אומרת לעצמי שנייה ברגע של שפיות, תסתכלי עליו לפני שהוא עושה משהו אחר, אז אני מסתכלת עליו והוא פה, והוא אומר לה, תסתכלי עליי טוב, ותזכרי את הפרצוף שלי טוב, ועוד מילה אחת את מוציאה ואת מתה. הפרצוף הזה נשאר, את יודעת, עכשיו תחשבי שאת רואה את הפרצוף הזה כל בוקר, כל רגע נתון. הוא אומר לך לבוקר, נגמר, את לא בוכה. את לא רק לא בוכה, את צריכה להשתיק ולסגור איזה כפתור בתוך הגוף כדי להפסיק לפקוט את הבכי הזה, את בהיסטריה. איך מפסיקים היסטריה בשנייה? שם כן, שם בשנייה. הדרך היחידה שהם ינצחו אותי, אחרי שהם לקחו הכל, זה אם הם הצליחו לקחת את המחשבות שלי. המחשבות שלי באותו רגע, זה הדבר היחידי שהוא שלי. הוא מגן עליי, שומר עליי. את זה הם לא יכולים לקחת. Après 50 jours dans les geôles du Hamas à Gaza, Noga et Shiri sont libres. Moran comprend qu'elle ne sera pas libérée et est transférée dans une nouvelle cachette du Hamas où sont les otages Itai Sirbiski, qui sera assassiné un peu plus tard, Noah Argamani et Raya Rotem, dont la fille Hila a été libérée. בבית הזה אין לי כלום ושום דבר. אסור לדבר איתם אפילו. בהתחלה אסור לדבר כאילו עם אנשים בחדר. החטופים האחרים. זה כאילו הדרך הכי מהירה לשבור בן אדם. זה ממש שוללים ממך את כל הזכויות. אין לך זכויות בשום צורה. ואת יודעת מה? זה יומיים שכמעט איבדתי את זה. ביומיים הראשונים. כמעט איבדתי את זה. Comment a été la séparation avec Noah? זה כאילו פרידה, לא פרידה. כי זה פרידה, אני הולכת הביתה, ואו פרידה הולכים לרצוח אותי. ואז יש את הרגע הזה שאסור הרי להתחבק. והיא עזרה לי כזה להתכונן לפני היציאה, אז כזה עמדנו לצאת, ואז אמרתי לו, שנייה, ורצתי, חיבקתי אותה. סתם, אני חשבתי על הדבר הזה, מה, אני אמות, אף אחד לא יחבק אותי? אף אחד לא, כאילו זהו, זה יהיה בלי חיבוק, בלי מגע, בלי כלום. Depuis son retour, Moran se sent remplie d'une mission et n'a pour l'instant pas de temps à se consacrer pour elle-même. Elle se sent obligée de tout faire pour que ceux restés derrière là-bas à Gaza reviennent aussi. אני חושבת על הנשמה של הבנות שבשבי, מה הן עוברות. העומס הפיזי והנפשי ממנו הן סובלות. הן עוברות התעללות. הרי בסופו של דבר, אני בחוץ, אני ניצחתי. Et on enchaîne notre émission de défense avec vous, Océane Nicole. Merci de nous avoir rejoints. S'il fallait encore des preuves, s'il en fallait, l'Europe et certaines organisations financent directement ou indirectement le Hamas et d'autres organisations terroristes. Tout à fait, et notamment la Belgique. Il faut savoir que le gouvernement belge, via la Direction générale de la coopération au développement, eh bien, fournit chaque année des millions d'euros à des organisations non gouvernementales. Donc dans la bande de Gaza, il y en a 7 organisations au total. Alors, jusque-là, pas de problème, ce qui est légitime évidemment. Le problème, c'est, et ce qui est donc moins légitime, c'est la destination de l'argent et de ces organisations, puisque la plupart d'entre elles sont évidemment complètement anti-israéliennes et liées carrément au Front populaire de la libération de la Palestine, qui, on le rappelle, est reconnu comme une organisation terroriste, reconnue par Israël, les États-Unis, le Canada et aussi par l'Union européenne. On rappelle d'ailleurs que le Front populaire de la libération de la Palestine est aussi accusé de détenir des otages israéliens à l'heure à laquelle on parle.
Exactement. Donc c'est là où ça pose problème puisque la Belgique fournit donc indirectement et donne des sous donc indirectement au Front populaire de la libération de la Palestine considéré comme terroriste. En juillet 2021, il y a quelques années déjà, il y avait une députée belge qui avait voulu ouvrir une enquête justement pour faire un petit peu la lumière sur ces transferts d'argent donc de la Belgique à cette organisation terroriste, et l'ancienne ministre belge de l'époque de la coopération au développement qui s'appelle Myriam Kettir, eh bien elle avait refusé tout simplement la tenue de cette enquête, assurant qu'il n'y a aucune preuve matérielle concrète d'une éventuelle fraude et qu'il n'y a aucune raison de geler les fonds de la Belgique vers ces organisations gazaouis. Je cite, donc malgré cette enquête qui avait voulu être ouverte il y a quelques années, eh bien la Belgique fournit toujours de l'argent. Au total, au cours des 5 dernières années, c'est 7,46 millions d'euros d'aide au développement qui ont donc été donnés, envoyés par la Belgique donc à ces organisations, donc des organisations suspectes encore une fois puisque directement liées donc au front de la libération de la Palestine. Récemment, même en mars dernier, il y a la nouvelle ministre donc de la coopération au développement qui s'appelle Caroline Guémez, la ministre belge qui a donc succédé à Myriam Kettir, et elle a annoncé vouloir débloquer 13,5 millions d'euros pour 2024, pour l'année 2024, destinée cette fois à l'UNRWA. L'UNRWA qui, on le rappelle, on sait désormais aujourd'hui, selon des rapports officiels israéliens, que 1200 employés, soit 10%, eh bien, sont directement affiliés au Hamas. Là aussi, ça pose problème. Donc il y a les aides belges qui sont envoyées directement par le gouvernement ou qui sont aussi envoyées directement par des organisations locales. C'est le cas notamment d'une organisation qui s'appelle Viva Salud, et c'est donc une organisation qui est dirigée par Marc Bottega, président du Conseil donc, et membre du Parti du Travail de Belgique, député européen d'extrême gauche, et lui il est évidemment très anti-israélien. Il avait tweeté, vous allez voir ce tweet, il date du 7 octobre, il est 14h. Le jour de l'attaque. Voilà, il est 14h50. Pensez pour les victimes civiles, je suis inquiet pour l'escalade en cours et les heures à venir, soyons clairs. Il n'y aura pas d'issue sans une solution structurelle pour le peuple palestinien, sans l'arrêt des violations du droit international et les injustices quotidiennes. Ça, on est le 7 octobre, donc à 14h50. Des dizaines de terroristes, des centaines de terroristes du Hamas sont toujours ici en Israël, en train de violer, massacrer, tuer. Donc il y a donc ces aides qui sont destinées à des organisations. Il y a aussi de l'aide qui est directement envoyée cette fois à des hôpitaux de la bande de Gaza, notamment l'hôpital Al-Adwa, c'est à Jabalia. Ce même hôpital, on se souvient de son nom puisqu'il y a quelques semaines, il y avait une nouvelle opération de Sahel qui a été menée au sein même de cet hôpital à Jabalia, dans le nord, où des centaines de terroristes ont été tués. Et là, l'aide de la Belgique destinée à cet hôpital, entre 2017 et 2021, c'est pas moins de 192 823 euros qui ont été envoyés à cet hôpital. Et entre 2022 et l'année 2026, eh bien, il y a un budget total de la Belgique qui a été développé à destination de cet hôpital à 245 000 euros. Pourquoi c'est tellement important ce que vous êtes en train de dire? Parce que un médecin est revenu de la bande de Gaza, était à l'intérieur et il a vu justement le Hamas dans les hôpitaux. Tout à fait, il s'appelle Bakhtiyar Baram, c'est un médecin kurde, il est rentré dans la bande de Gaza le 28 avril, il est reparti le 28 mai, il faisait partie d'une organisation norvégienne avec 4 autres médecins et une infirmière, et lui il a travaillé justement dans cet hôpital Al-Awad de Jabalia dont je parlais, et aussi à l'hôpital Kamal Adwan, cette fois à Beit Laya, et il l'assure, le Hamas exploite les infrastructures hospitalières à des fins purement idéologiques et politiques au détriment de la population civile gazaoui. Il s'est d'ailleurs exprimé dans les médias kurdes. On va regarder un extrait. Le Hamas, en tant qu'organisation politique et militaire, doit exploiter tous ces lieux pour survivre, et c'est regrettable. J'ai vu de mes yeux que les hôpitaux ont été utilisés pour cacher les dirigeants du Hamas. Oui, nous les avons vus et nous avons même parlé avec eux, notamment avec l'un des fondateurs du Hamas, M. Mounir Al-Burch. Ils ont des yeux partout, chaque boulangerie, chaque café, chaque fleuriste leur est associé. Et c'est comme ça que le Hamas continue de gouverner. Et ce médecin kurde assure même qu'il y a certains patients, suivant leur lien avec le Hamas, qui sont finalement privilégiés, puisque ceux qui sont clairement opposés au Hamas se voient carrément refuser les soins. On va écouter un extrait.
Quand nous avons essayé de sauver la vie à un homme, il n'y avait pas d'oxygène. Alors nous l'avons emmené aux soins intensifs au 3e étage et un employé nous a arrêtés en disant que le service était réservé aux VIP. Donc à noter que ce médecin kurde qui a eu le courage de raconter ce qu'il a vu, qui a témoigné, eh bien, il est désormais exilé à l'étranger, menacé de mort. Vous lui avez vous-même parlé, Mathias. Exact. Et il vit carrément à l'étranger. Il a peur pour sa vie juste parce qu'il a raconté et sa il dit vérité. Témoigner de ce qu'il a vécu dans la bande de Gaza. J'ai essayé de le convaincre de répondre à une interview cette semaine et il a peur, tout simplement, parce qu'il est menacé de mort. Merci pour ces précieuses informations, Océane. Alors, ce qui m'amène justement à donner la parole à une sénatrice, Nathalie Goulet. Merci d'être avec nous. D'abord, j'aimerais peut-être une réaction de votre part. Vous venez d'entendre ce que vient de dire Océane Nicole sur un médecin, par exemple, qui va dans Gaza, qui voit que le Hamas prend possession de ses hôpitaux et qui est menacé de mort ensuite. Votre réaction à chaud? Je ne crois pas que ce soit une surprise. C'est des comportements qu'on connaît et qui ont déjà été dupliqués, à la fois le Hamas utilisant les structures civiles, dont les hôpitaux, pour se cacher et cacher des armes. Oui, je pense que c'est une situation qui est connue. Madame la sénatrice, vous avez écrit il y a quelques années de cela l'abécédaire du financement du terrorisme. Et grâce à votre détermination, voilà, merci, eh bien vous avez réussi à le faire traduire en arabe. Il est en cours de traduction. Oui. Pourquoi cette volonté? Écoutez, d'abord, c'est un livre très utile. En réalité, j'avais un éditeur libanais qui était très intéressé, mais il voulait que je retire les chapitres sur le Hezbollah. C'était sympathique comme proposition, mais ça n'a pas suffi. Là, c'est un think tank aux Émirats qui m'a racheté les droits pour pouvoir traduire le livre sans aucune modification, avec simplement un chapitre en plus sur les frères musulmans. Et donc, lorsque vous dites que les frères musulmans, le Hezbollah au Liban, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont prêts à accepter l'idée qu'en Europe, il y a des associations ou des ministères dont on vient de parler avec Océane Nicole qui financent indirectement les organisations terroristes? Est-ce que c'est quelque chose de perceptible, y compris en arabe? Oui, non, mais de toute façon, le livre va être traduit in extenso. Il n'est pas traduit par morceaux, il est traduit complètement. Et comme j'ai fait un dictionnaire, vous allez avoir la drogue, vous allez avoir la corruption, vous allez avoir tout ce qui concerne le blanchiment, vous avez tout ce qui concerne les trafics d'êtres humains, le trafic de migrants, 7 milliards de blanchiment, etc. Donc, si vous voulez, il y a un certain nombre d'outils de financement du terrorisme. Et si ces pays, dont les Émirats, mais aussi l'Arabie Saoudite et d'autres pays veulent se prémunir pour éviter de financer du terrorisme, il faut qu'ils travaillent sur ces outils de financement qui sont les outils de la grande délinquance financière, y compris les crypto-monnaies. Vous n'avez pas, bien évidemment... Ce livre, ils vont utiliser ce livre pour lutter, enfin je suppose. Pas pour s'inspirer, c'est pas un mode d'emploi. C'est un vrai modus operandi de comment, justement, lutter contre le financement du terrorisme avec toutes ces sources. La vraie question, madame la sénatrice, c'est vous n'avez pas été surpris le 7 octobre et une grande partie de vos confrères et consoeurs également. Comment, aujourd'hui, on en est arrivé à une situation où exactement ce que vient de dire Océane, très justement, avec la Belgique, ce financement se poursuit. Mais ce financement se poursuit parce que jusqu'à une date récente, on a beaucoup de mal à contrôler les financements européens, pas seulement les financements belges, mais aussi les financements français. Vous savez, vous avez des tas de collectes en ligne où on ne sait pas du tout où va l'argent. Vous avez aussi des tas de collectes avec des déductions d'impôts qui retombent sur l'ensemble des contribuables. Vous avez en ce moment une collecte très importante pour les médecins palestiniens. Je crois qu'on en est à 500 000 € de collecte. Bon. Et on n'a aucune information sur la destination de cet argent, bien évidemment. Mais j'espère qu'on va pouvoir contrôler tout ça. Et en attendant, il est collecté. Vous avez aussi l'utilisation de cryptoactifs. Qui pose évidemment énormément de problèmes parce que ça manque de traçabilité. Et sur les cryptoactifs, vous avez vraiment une discussion philosophique puisque c'est un système qui est parallèle au système bancaire traditionnel et qui fait évidemment gagner beaucoup d'argent. Donc vous pouvez pas à la fois
développer les cryptoactifs et en même temps les réguler. Voilà, on a des sommes astronomiques pour le Hamas en ce qui concerne les cryptoactifs. C'est antinomique, effectivement. Le président Macron s'est engagé, selon ses propres termes, à lutter contre le Hamas via justement le financement du terrorisme. Ça paraît bien sur le papier et ça rejoint plus ou moins l'idée de votre livre, Madame la sénatrice, sauf que dans les faits, on voit quand même une certaine connivence entre certains partis politiques en Europe et en France et des organisations terroristes. Bah, écoutez, vous voyez ce qui se passe dans les rues de Paris et d'ailleurs. Enfin, je veux dire, en plus, la campagne est à vomir. Donc, vous voyez bien ce qui est en train de se passer. Mais la connivence, elle est différente. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le financement du terrorisme passe par le blanchiment d'argent. Donc, tant qu'on n'aura pas pris des mesures extrêmement sérieuses contre le blanchiment, on continuera à alimenter des sources de financement du terrorisme. Tout le blanchiment d'argent n'est pas financement du terrorisme, mais tout le financement du terrorisme passe par le blanchiment d'argent. Donc il faut beaucoup travailler sur ces questions. On vient d'installer, en théorie en tous les cas, une agence européenne anti-blanchiment à Francfort. Son fonctionnement n'est pas encore complètement acquis, mais enfin c'est décidé. Il y a une directive supplémentaire qui a été votée et qui va être mise en place pour limiter les espèces, les circulations d'espèces. Mais il reste un certain nombre de problèmes. Merci Madame la sénatrice. Je constate que vous avez dit en théorie, c'est-à-dire que le chemin est encore long. Avant. Oui. Et d'ailleurs, je fais un appel. Si quelqu'un veut traduire mon livre en hébreu. Je vous en prie, je vous offre les droits. Voilà, l'appel est lancé. Merci Madame la sénatrice. En tout cas, on rappelle l'abécédaire du financement du terrorisme. Ça, c'est en français et bientôt, il le sera en arabe. Et donc, selon votre appel, également en hébreu. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et je souhaite voilà, j'étais obligé. Océane Nicole, bientôt va nous quitter cette semaine pour plusieurs mois parce que vous avez donné naissance à une merveilleuse princesse et on espère très vite qu'il y en aura une deuxième. Voilà, et une troisième, peut-être également. On verra. Merci. Vous êtes toujours la bienvenue. Revenez très vite. Je reviendrai. En défense. Bonne semaine à tous et à toutes.